Merci. Non, je ne vais pas trop parler de domestication, parce que, enfin bon, un petit peu en pointillé quand même. Oui, donc je suis généticien, donc j'ai beaucoup travaillé avec des botanistes, on a beaucoup échangé avec des écologistes également. Et ce que je vais vous dire là maintenant est extrait de l'ouvrage que vous avez sur la table ici. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez l'acheter après. Donc, j'ai divisé mon exposé en plusieurs parties. Au départ, donc, ça sera assez simple, hein. On va parler des débuts plus ou moins intuitifs, quelquefois géniaux, de la domestication et de l'amélioration des plantes. Et puis, petit à petit, je ferai un grand bond dans le temps et on arrivera tout de suite aux prémices de la sélection au niveau des qualités et des normes. Ensuite, ça va commencer à se compliquer un petit peu, mais je vais essayer de le dire de manière simple. On va parler de la génétique, et notamment des hybrides F1, de la génétique quantitative, et des espoirs que les gens ont placés dans les ressources génétiques. Et puis on terminera avec les biotechnologies, la génomique, qui peut vous intéresser, donc sur les OGM tels qu'ils ont été proposés, les apports de ce qu'on appelle la cartographie génétique comparée, et puis les dernières technologies comme l'option CRISPR-Cas9. Voilà, et puis on fera quelques conclusions et perspectives. Alors, ça fait le lien avec l'exposé précédent. Une des premières espèces que l'homme a sélectionnées, ce sont les calebasses. Et tiens, ça ne peut pas marcher. Donc tu vois, les capricieuses. C'est l'ordi ou c'est... J'ai pas touché moi. Ah, bon, ben ça passe de temps en temps, hein. Ou bien trop vite ou pas. Bon, voilà. Donc, en fait, cette espèce, on pense que les premiers travaux, entre guillemets, de l'homme pour la modifier datent d'à peu près 30 000 ans. Parce qu'on sait que lorsque l'homme est passé sur le continent américain, en fait, en suivant des troupeaux qui migraient, vraisemblablement, il avait déjà des calebasses, et ce sont les premiers instruments où on peut passer, vous voyez ici, d'une forme assez typique, qu'on peut facilement imaginer ici, simplement, la plante a été séchée. De la même manière, ce fruit, séché, coupé en deux, vous donne des bols. Donc vous avez des gourdes, qui étaient très utiles pour les peuples qui faisaient de la transhumance, et des bols pour se nourrir et faire les premiers plats cuisinés. Et ça avait l'avantage d'être biodégradable. Je crois qu'on va avoir des soucis quand même, hein. Donc, ce sont des plantes sauvages que l'homme a repérées et a sélectionné parmi la diversité qui existait des fruits de formes variées avec un séchage facile. D'accord. C'est oui, non, mais bon, je suis désolé, hein. Alors, ensuite, une des premières espèces aussi qui a été domestiquée, transformée par l'homme, c'est le manioc, dont on parlait tout à l'heure, donc qui est originaire d'Amérique centrale, Amérique du Sud. C'est une plante qui a des racines tubérisées. Ce ne sont pas des tubercules, ce sont des racines tubérisées. Vous voyez donc, il y a plusieurs racines de ce type-là. Et pour des peuples qui se déplaçaient, c'était très facile, en fait, d'avoir un pied à un endroit. On passe le soir, on fait un campement, on prend une racine, le pied reste en place, et etc., on se déplace. L'avantage aussi de cette espèce, c'est qu'elle se bouture très facilement. Vous avez les tiges ici, vous voyez, elles sont coupées en petits morceaux. Vous les plantez dans la terre, comme ça, il suffit qu'il y ait un peu d'humidité, et au bout de l'année d'après, quand vous allez repasser, eh bien, vous allez retrouver un petit pied de manioc. Troisième avantage, c'est que cette espèce, on peut aussi consommer les feuilles, et ça fait ce qu'on appelle souvent en Afrique la sauce feuille, qui est très bonne. Alors, tous mes commentaires à chaque fois à côté, ça va être compliqué, hein.
J'ai extra time. Avec les, sinon on va... Ah, peut-être directement sur le... Ah ouais, ça va aller mieux comme ça. Donc, une espèce spontanée pérenne. Donc, au départ, elle n'était pas du tout modifiée. Petit à petit, l'homme a choisi des variétés avec de plus en plus de racines. Une consommation possible des feuilles. Une pérennité donc de la culture. Un bouturage efficace, mais un très gros problème du cyanure. Et bon, le cyanure, comme vous savez, c'est un peu létal. Hein. Donc, ça a obligé les populations, donc il y en a qui s'en sont rendus compte vraisemblablement de manière irréversible, mais ensuite ça a obligé donc à faire un petit peu, à travailler avec de l'eau pour retirer le cyanure, mais la première sélection qui a été faite, eh bien, c'est de chercher des variétés non toxiques. L'avantage, c'est que dès qu'on avait trouvé une variété non toxique, on pouvait la multiplier de manière très abondante et la remplacer donc les toxiques par des non toxiques. Donc ça, ce sont vraiment les premiers travaux qui ont été faits. Alors je fais un grand pas pour arriver à l'époque de l'Égypte. Hein. Je ne rentre pas dans tous les détails qui sont dans le livre. Ce qu'on a pu se rendre compte au moment de l'Égypte ancienne, c'est que les pharaons étaient vraiment des collectionneurs. Ici, vous avez une reconstitution numérique de ce que était à peu près un jardin dans un pharaon. Chez un pharaon, et vous voyez ici les grands murs autour du jardin. C'était pour empêcher les gens de venir voler, mais aussi pour empêcher qu'ils voient les plantes de l'intérieur, sauf à être invités par le pharaon à venir les visiter. Ce jardin, donc à peu près 2000 espèces ont été identifiées chez les Égyptiens comme soit cultivées, soit des espèces pour décorer. Mais également, les chercheurs ont pu montrer que, et ça pourrait être repris aujourd'hui, c'est qu'ils avaient mis au point une organisation agricole en fonction des besoins en eau des espèces. C'est-à-dire que les espèces qui ont besoin de beaucoup d'eau étaient proches du fleuve, et il y avait un système d'irrigation, ce qui fait que plus les espèces étaient cultivées loin, moins elles étaient exigeantes en eau. Donc il y avait déjà une réflexion sur l'aridité et la sécheresse, ce qui était un problème dans cette région et qui l'est encore aujourd'hui. Et qui peut, nous, aujourd'hui, nous perturber en Europe en particulier. Voilà. Donc ce sont les premiers collectionneurs, avec des plantes de toutes les formes, mais sont vraisemblablement parmi les premiers à avoir sélectionner des plantes autres que pour la fonction de consommation, et en particulier des fleurs pour mettre sur les autels par rapport pour les obsèques ou pour les dieux. Alors, le premier grand changement qui nous relie un petit peu à l'ère moderne, c'est la Grèce antique. C'est en Grèce antique qu'on a eu l'émergence de la notion de qualité et d'usage différentiel des cultures. En particulier, la céréale, qui est l'orge, qui est moins exigeante que le blé, était considérée comme la céréale du pot parce qu'elle poussait mieux, elle était plus facilement disponible, moins chère, alors que le blé est plus exigeant et était considéré comme la céréale du riche. C'est chez les Grecs qu'on voit apparaître la qualité des produits. En particulier, c'est bien noté au niveau de la vigne. Parce que c'est la première civilisation qui, notamment, introduit un prix différentiel du produit en fonction de la qualité. Par exemple, les raisins de Corinthe étaient vendus 10 fois plus cher sur le marché que les raisins ordinaires. Et également, cette habitude qu'on a de cultiver la vigne sur les coteaux ensoleillés vient de cette époque, puisque les raisins produits à ce niveau-là étaient sélectionnés et donnaient en plus un raisin de meilleure qualité. En même temps, une grosse révolution, c'est la mise en place de baux locatifs. Jusqu'à présent, avant ça, c'était un peu chacun pour soi, mais si vous voulez convaincre quelqu'un de faire de l'agriculture sur le long terme, notamment avec de la vigne ou avec des oliviers,
eh bien, il vous faut une garantie. Et ce sont les Grecs qui ont mis en place le système de baux amphithéotiques, c'est-à-dire pendant 40 ans, vous avez l'usage du sol. Voir si tout se passe bien, vos enfants pourront aussi avoir un bail de 40 ans après. Ce qui fait que vous êtes motivé pour planter vos arbres ou bien vos oliviers en particulier, parce que vous savez que vous n'allez pas être chassé de votre terrain. C'est également à cette époque-là qu'on voit apparaître les premières normes en disant voilà, vous devez faire un trou de telle dimension, vous devez faire telle procédure pour cultiver, de manière à avoir un produit qui sera vendu avec un intérêt sur le marché. Et cette façon de faire, finalement, à cette époque-là, a abouti à la sélection de nombreux cultivars. D'autant que c'est à peu près à cette époque-là que les premiers botanistes ont mis au point, enfin les botanistes ou agriculteurs, ont mis au point le système de greffage. Peut-être qu'il existait avant, mais en tout cas c'est à cette époque-là qu'il a été développé, ce qui fait que si vous aviez un champ d'olivier sauvage, vous pouviez le greffer avec une variété et vous aviez un champ fait du même clone, ce qui permettait aussi d'avoir une qualité garantie. Ce type d'exercice a été amplifié ensuite par les Romains, qui n'ont pas fait de grosses innovations au niveau des plantes en soi, simplement ils ont modifié considérablement le système agricole, et je pense qu'aujourd'hui, quelque part dans nos subconscients, on a gardé un petit peu les défauts et les avantages, mais pas mal de défauts de cette période. Jusqu'à présent, en fait, je vous ai dit qu'il y avait l'homogénéité avec les plantations d'oliviers, puisqu'on pouvait faire du greffage, mais généralement, c'était un petit peu des espèces mélangées, c'est-à-dire qu'on avait un peu de tout dans le champ. À ce moment-là, les Romains ont dit non, on ne rigole plus avec ça, vous, à tel endroit, vous allez faire telle culture, de cette manière, sur des grandes plantations. Donc cette notion qu'on a aujourd'hui des grandes plantations vient de cette époque, et en particulier, en fait, toute la vigne dans le long du Rhône ou bien en Gironde, vient de cette époque. En revanche, ce qu'ont fait les Romains, qui étaient des constructeurs, ils ont développé beaucoup d'équipements, des infrastructures, ils ont mis en place des marchés structurés, des voies de communication, ce qui fait que tous les produits pouvaient circuler assez facilement. Donc, eux, c'est surtout la notion d'efficacité et de rendement. Alors, on change de continent parce que je vais vous parler à plusieurs reprises du maïs. J'ai choisi le maïs, pas parce que c'est une plante qui me plaît particulièrement, mais c'est qu'elle permet d'adresser pas mal de questions. Alors, ce maïs, il a été domestiqué au Mexique, dans son centre d'origine, par les populations locales, mais ensuite, vous voyez donc, alors par rapport au maïs qu'on connaît nous, il y a quand même un petit peu de différence. Vous voyez, il y a des formes différentes, des couleurs différentes, certains qui sont homogènes, d'autres qui sont pleins de petits points noirs. Quand même, il y a une performance qui a été faite, et on ne sait pas comment. Là, on ne sait pas comment les gens du coin ont transformé le théosinte, qui est, vous voyez, comme ça, en maïs. Aujourd'hui, on ne sait même pas le refaire. Ce sont également les Mexicains, et surtout en Amérique du Nord, en fait, on a commencé à utiliser les légendes pour expliquer aux gens comment il fallait cultiver. Ici, c'est ce qu'on appelle les légendes des trois grâces ou des trois fées, comme on veut, pour que les gens, donc vous avez du maïs, ici, vous avez des haricots qui poussent autour des maïs, et vous avez au sol une plante de couverture qui va vous donner des fruits et qui va enrichir le sol. Donc ça, pour que les générations s'en souviennent, eh bien, ils ont commencé à
ce que les parents, en fait, racontent à leurs enfants, cette histoire. Vous devez absolument maintenir cette façon de cultiver. Donc, le maïs, c'est finalement une espèce très hors du commun parce qu'elle est originaire d'ici. Et bien avant que Christophe Colomb et les autres arrivent sur le continent, il y avait déjà eu des centres secondaires, hein, pour employer les termes de tout à l'heure. Donc le centre d'origine, centre secondaire de diversification, tout le long de cette partie ici. Pourquoi ? Tout à l'heure, on parlait, est-ce qu'on peut parler de centre d'origine ou de diversification? En fait, la biodiversité sur la planète, aujourd'hui, elle n'est pas répartie de manière égale, mais elle ne l'était déjà pas au moment des domestications. En plus, ici, vous avez à la fois des plaines froides, qui va donner du maïs, qu'on va retrouver, nous, transporté ensuite par Jacques Cartier dans le nord de la France, par exemple. Et vous avez ici des montagnes avec beaucoup de différences climatiques qui vont donner à peu près, il y a 6 ou 7 grands types de maïs. Nous, on n'en connaît qu'un, en fait, mais il y a 6 ou 7 grands types de maïs qui sont développés, qui ont été domestiqués dans cette région-là. Alors ensuite, les colonisateurs, lors de leur voyage de retour, vous avez ici, ça a été documenté à la fois par les bateaux qui ont fait les voyages, mais également par la génétique, puisqu'on a pu tracer ce qu'on appelle génotyper, hein, donc toutes les variétés sur les différents endroits, et reconstituer le voyage qu'elles ont fait. Alors, cette diffusion, donc, elle est importante. Vous voyez qu'il y a des origines variées. Donc la diversité de départ, et puis arrivant dans toutes ces cultures et agricultures différentes, eh bien, les paysans de chaque coin ont eux aussi retravaillé les variétés qu'ils ont reçues. Alors soit ça marchait directement, soit ils ont sélectionné petit à petit ce qui poussait le mieux dans leur région. Mais il y a ce qu'on appelle un goulot d'étranglement en goulot de bouteille qui s'est fait avec une très grosse diversité ici et une très faible diversité là, même si ponctuellement il y a eu une petite diversité recréée par les agriculteurs. Alors je reviendrai sur le maïs tout à l'heure parce qu'il est vraiment intéressant. Alors ce qui s'est passé à ce moment-là, dans les années 1590 par là, 1600, c'est que j'essayais de me mettre à la place de Pierre Magnol. J'ai bien en parlé parce que comme il est de Montpellier et qu'il a travaillé dans le premier jardin botanique de France, même pas d'Europe mais de France, et qui était spécialisé dans les plantes médicinales, puisqu'en fait il est juste à côté de l'université. Ils avaient une collection de plantes médicinales à usage donc pour les maladies. Et Pierre Magnol, en fait, a réussi sur je ne sais pas combien il avait d'échantillons, mais sur 2000 espèces, c'est lui le premier qui a mis en place les critères floraux qui vont servir après pour toute la botanique, même si c'est quelqu'un d'autre après qui a récupéré le système pour le valoriser comme Linné. Mais l'utilisation des critères floraux pour la botanique, c'est Pierre Magnol au départ. D'ailleurs, Linné lui donnera le nom de Magnolia en souvenir. Alors là, je fais un grand bond parce que je n'ai pas le temps d'en parler, et j'arrive en l'an 2000. En l'an 2000, il y a eu le premier séquençage complet du génome de l'homme, et il y a eu en même temps le premier séquençage du génome de plantes. La première plante qui a été séquencée, c'est Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'arabette, hein, c'est une petite plante qui ne sert à rien. Et elle a été sélectionnée par les chercheurs parce que justement elle ne servait à rien. Et du coup, il n'y avait pas de, comment dirais-je, de brevets, etc. Il n'y avait pas de risque de concurrence, etc. Mais avant d'arriver à ça, je voulais simplement aussi parler on connaît tous Mendel, hein, qui a mis en évidence les lois de la transmission des caractères. Mais le premier qu'on a oublié, hein, Kölreuter,
c'est le premier grand hybrideur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier qui a travaillé sur des tabacs, des espèces, différentes espèces de tabac qu'il avait en collection et qui les a croisés pour voir qu'est-ce qu'il pouvait croiser, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas croiser. Et la notion d'espèce, il y a la notion d'espèce botanique, mais il y a la notion d'espèce biologique, c'est ce qu'on peut croiser qui va donner des descendances ou pas. Alors, cette découverte de la génétique, des lois de la génétique par Mendel, elle ne va pas avoir des conséquences tout de suite, mais au début du XXe siècle, elle va avoir des conséquences importantes. Pourquoi? Parce que sur notre maïs, par exemple, si vous gardez votre maïs comme ça et qu'il va s'auto-féconder ou vous l'auto-fécondez, eh bien, il va apparaître ce qu'on appelle une dépression de consanguinité. C'est-à-dire que la plante elle va être de moins en moins intéressante, notamment au niveau du rendement. Et en 1908, un Américain a eu l'idée de faire donc des lignées pures, c'est-à-dire d'auto-féconder des variétés, et une fois qu'il avait bien fixé ces variétés, de les croiser entre elles, et il s'est aperçu à ce moment-là que la plante descendante, l'hybride F1, était de loin beaucoup plus vigoureuse et beaucoup plus intéressante d'un point de vue agronomique que les variétés de départ. C'est peu après la guerre de 14-18 que ces maïs sont apparus sur le sol européen et notamment en France. Alors, il y avait des avantages, il y avait des inconvénients. Il y avait des inconvénients parce que les semences F1 ne sont pas réutilisables, hein, comme vous le savez tous. Si vous les ressemez, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Et l'autre inconvénient, c'est que vous allez devoir les acheter tous les ans. Mais à cette époque-là, les paysans, notamment en France, se sont aperçus qu'en revanche, leur production était homogène, leur champ était homogène, et tous les plants arrivaient à maturité en même temps. Et comme les pré-industriels de l'époque, c'est ce qui les intéressait, eh bien, ils se sont lancés là-dedans, et ce faisant, ils ont oublié de conserver leurs variétés traditionnelles qu'ils avaient mis en place. Ça, c'est une façon de faire. Ensuite, il y a un autre type de sélection qui est apparu, c'est ce qu'on appelle, le terme est un peu bizarre, c'est sélection récurrente réciproque, mais c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait sélectionné deux populations et qu'ensuite il les avait croisées pour donner des hybrides F1. Mais notamment avec des arbres fruitiers, on peut faire ce qu'on appelle une sélection récurrente réciproque qui est très intéressante dans un contexte de changement climatique par exemple, parce que vous continuez à sélectionner votre variété en fonction du temps qu'il fait dans la région où vous le faites. Donc vous allez avoir de nouvelles populations que vous pouvez réhybrider à un moment donné pour redonner des semences sur le marché. Donc il y a une possibilité d'adaptation des populations sources et la possibilité en permanence de produire de nouveaux hybrides. Mais le problème, 5 minutes, oula. Bon, je me dépêche alors. Ça c'est une expérience qui a été faite aussi sur le maïs, mais c'est peut-être la seule expérience biologique qui a été faite sur un siècle. Au départ, donc, il y a eu une sélection qui a été faite de 60-70 épis de maïs, sur lesquels plusieurs dosages ont été faits. Et chaque année, sauf en une année pendant la guerre, donc il y a eu une sélection qui a été faite, par exemple ici, du pourcentage de protéines dans les grains de maïs. Donc chaque année, ils ont sélectionné ceux qui en fournissaient le plus. A l'inverse, sur un autre lot, ils ont sélectionné ceux qui en avaient le moins. Et au bout de 50 ans, sur ceux qu'ils avaient sélectionnés pour les grandes valeurs, ils ont fait l'inverse, ils ont descendu, et sur les basses, remonté. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que sur cette espèce, le maïs, eh bien, on pouvait augmenter le rendement en permanence. Et c'est ce qu'il s'est passé dans les années 60-70, dans la tête des sélectionneurs de l'époque. On était à ce moment-là dans un monde idéal, on ne se posait pas les questions qu'on se pose aujourd'hui. On avait l'engrais, on en mettait, de l'eau, on en arrosait et on en avait, et les pathogènes, eh bien, on traitait. Donc ça, c'était la situation dans la tête des gens à cette époque-là.
Donc, il y a eu plusieurs réflexions à cette époque, c'est de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les hybrideurs, on pourrait revoir la notion d'hybride. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme gène rusticité dans les espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées? Donc vous voyez que si c'est trop éloigné, eh bien, ça ne marche pas du tout. Mais dans un certain nombre de cas, par exemple ici, eh bien, vous pouvez faire des hybrides entre des formes cultivées et des formes sauvages apparentées, et ça va pouvoir permettre d'incorporer des gènes de résistance ou de rusticité dans les formes cultivées. Mais, alors du coup, oups, je vais trop loin. Du coup, donc, les gens se sont mis, suite aux travaux de Vavilov dont on parlait tout à l'heure, eh bien, de chercher à collecter, par exemple pour le maïs, il y a eu 150 000 échantillons de maïs qui ont été collectés dans le monde. Il y a eu des programmes de recherche mis partout pour collecter ces variétés. Mais ils se sont aperçus que malheureusement, il y avait beaucoup de redondance, très peu d'informations, très peu de caractérisation des variétés et des échanges très limités. Ce qui fait que sur les 15 000 finalement, eh bien, on est revenu à un sous-échantillon de 300 à 500 variétés qui représente la diversité du maïs. Alors le maïs, vous en avez beaucoup entendu parler au niveau des OGM, puisque dans les années 90, c'était ça qui était sur le front de la recherche, avec l'identification d'un gène cible, malheureusement, qui était à la résistance à un herbicide, l'introduction dans un vecteur et intégration dans un plant, encore le maïs, pour des résistances à des pathogènes, un herbicide. Bon, alors, je passe, on pourra en discuter sur toute la polémique qu'il y a eu à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est que la technique a été valorisée trop vite après la découverte. 10 ans après la découverte des plantes transgéniques, comment faire une plante transgénique, elles étaient déjà sur le marché. Et avec des imprécisions techniques sur le nombre de copies du gène, son lieu d'insertion, etc. Des risques qui ont été négligés, en particulier sur les aspects alimentaires, des flux de gènes qui n'avaient pas été travaillés, des risques, par contre, avérés de résistance des plantes alentours, des adventices, parce qu'en fait, votre maïs y reste, mais aussi les plantes à côté vont finir par s'adapter et vous allez avoir des adventices résistantes à votre herbicide. Donc vous êtes dans le fond du sac, vous ne pouvez plus. Au final, il y a eu des avancées cognitives réelles, puisqu'en fait les chercheurs ont beaucoup utilisé cette technique, mais il n'y a pas eu grand-chose au niveau de l'amélioration des plantes, puisque tous les labos qui essayaient de le faire, ont arrêté après quelques années. Alors, je peux encore avoir 2 minutes? Il y aura moins de questions. Bon. Donc, je parlais tout à l'heure d'Arabidopsis thaliana. Le riz, qui est la première plante séquencée d'intérêt, c'était 5 ans plus tard, en 2005. Alors, pourquoi le riz? Eh bien, le riz, parce qu'au départ, les gens n'étaient pas d'accord pour le riz. Ils se disaient on va faire le maïs, on va faire le blé, parce que c'est ça qui est plus important, en tout cas dans les pays du Nord. Mais il se trouve que le riz, c'est aussi une céréale, mais qu'elle a un génome plus petit. Donc c'était moins coûteux de séquencer le riz. Et ce qu'on a su, c'est qu'on savait, d'après les études génétiques précédentes, c'est qu'il y avait une collinéarité entre les gènes sur les chromosomes. C'est-à-dire que ce qu'on savait sur le riz, notamment pour tout ce qui est les critères de la panicule, c'est-à-dire le fait qu'elle soit compacte, que les grains restent bien attachés à maturité, etc. Eh bien, ces caractères-là, trouvés chez le riz, c'était les mêmes qu'on retrouvait chez le blé, chez le mil, etc., chez le maïs, mais qu'en plus, ils étaient disposés dans le même ordre. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont pu être faits sur des espèces complexes comme le blé et le maïs à partir du riz. Mais là, on s'est posé des questions, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'homme et le maïs, ou Arabidopsis, ils avaient le même nombre de gènes. Là, pour un scientifique, on se dit qu'il y a un problème parce que c'est pas normal, on est quand même un peu plus évolué qu'un pied de maïs ou qu'un pied d'Arabidopsis thaliana. Donc,
Du coup, les recherches ont continué et on s'est aperçu que dans le génome, il n'y avait pas que des gènes. Il y avait plein d'autres choses et que les gènes étaient très différents d'une espèce à une autre. En particulier, dans le génome humain, il y a 40% de ce qu'on appelle des éléments transposables. Les éléments transposables sont des petits bouts d'ADN, c'est un peu apparenté au sida, c'est-à-dire c'est des anciens virus qui se promènent dans le génome et qui vont se déplacer d'un endroit à l'autre. 40% chez l'homme, chez le riz 35%, le pommier 50%, tomates et pommes de terre plus de 60%. Au début, les gens ils ont dit mais c'est pas possible, ça sert à rien. Mais en fait, c'est pas vrai. On pense que, et là je vous en montre un exemple, vous en rappellerez bien, c'est nos fameux raisins. Raisin blanc, rosé, rouge. Le raisin sauvage, il est rouge. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne en fait d'anthocyanes qui fait qu'à la fin, il y a le pigment rouge. Si vous avez un élément transposable qui s'est intégré dans un des gènes de la voie de biosynthèse, eh bien les anthocyanes ne vont plus pouvoir se faire et vous aurez du raisin blanc. Et si c'est seulement un petit bout d'élément transposable qui est intégré, mais que le gène il fonctionne K1, K1, eh bien vous avez ce raisin rose. Voilà, donc ça je passe parce que je n'ai pas le temps. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est vous en avez certainement entendu parler, c'est la méthode CRISPR-Cas9 qui a été mise au point il n'y a pas très longtemps, qui est utilisée pour donner une espèce de regain à la transformation génétique, qui a été utilisée chez l'homme, notamment pour la mucoviscidose, parce que ça permet en fait d'aller plus précisément au niveau du gène que vous voulez cibler. Et c'est pour ça que cette méthode, contrairement aux OGM, là on va plutôt retirer ou remplacer un gène, mais de manière chirurgicale, c'est-à-dire on va l'empêcher de travailler s'il fait un mauvais produit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise de plus en plus dans les cancers. Mais chez les plantes, ils ont quand même essayé de le faire sur des gènes de résistance et quelques paramètres du rendement. Mais, c'est... Hein ? Il faudra bientôt conclure. Voilà, ben, ça tombe bien. Donc, les premières étapes, c'était des connaissances... Des choses fantastiques comme la domestication du blé, mais sans connaissance formelle, on ne sait pas comment ils ont réussi à faire ça. Des innovations ensuite agronomiques notables, bouturage, greffe, normes agronomiques. La recherche de performance qui nous a bousculé pendant tout le XXe siècle, qui s'est terminée avec les OGM. Et puis aujourd'hui, une révolution génomique qui est potentiellement devant nous avec des aides importantes, mais une complexification des concepts. Voilà. Demain, voilà des choses qui peuvent être approchées, mais là on peut laisser pour la discussion. Je vous remercie. Hein? Garde ton micro. Ah, pardon. Merci beaucoup, Serge. On peut prendre 2 ou 3 questions avant la pause du déjeuner. Oui, vas-y. Ça tombe bien qu'on soit sur la diapositive de demain, puisque c'est quand même un peu le débat sans fin, et surtout extrêmement passionné qu'on peut avoir, notamment sur cette technique que tu mentionnes, la CRISPR-Cas9, qui a pas forcément, enfin qui a renouvelé la technologie, mais pas le débat, malheureusement. Du coup, ça serait quoi, c'est quoi ton avis là-dessus sur ce qu'on va mettre en place? Est-ce que cette technologie OGM, on peut raisonnablement considérer que ça va être un incontournable, ou est-ce que effectivement, est-ce que c'est raisonnable de faire avec, est-ce que c'est raisonnable de faire sans, en fait, c'est un peu ça. L'avis du spécialiste. En fait, ce qu'on voit, ce qui est le paradoxe, c'est qu'on est beaucoup plus, en tant qu'espèce humaine, on est plus d'accord pour se faire injecter, enfin, sauf peut-être avec les vaccins récents, là, se faire injecter un traitement comme si on a la mucoviscidose et qu'on se fait traiter par cette technique et qu'on n'est plus malade, on est d'accord.
Bon, si on a un cancer et qu'on peut soigner ce cancer parce que c'est un gène qui permet la multiplication cellulaire anarchique et qu'on l'empêche de fonctionner et que le cancer est résorbé, on va être d'accord. Mais s'il y a un gène modifié dans une plante, on ne va plus être d'accord. Pourquoi? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que quand il y avait les OGM, c'était vraiment un peu aléatoire. C'était balancé un peu n'importe où, on ne savait pas exactement. Là, la grosse différence, c'est que c'est une piste d'atterrissage, c'est-à-dire que l'opération va se faire à un endroit bien déterminé. Moi, ce que j'ai... Comment? On sait exactement ce qu'on modifie, mais les conséquences, ça reste trop complexe pour être... Bien sûr, bien sûr. Mais quand on voit qu'on a 40%... Parce qu'en fait, il y a cette idéalisation du génome et de l'individu. Et quand on voit qu'on a 40% d'éléments transposables dans notre propre génome, on voit que c'est un peu le bazar. Et qu'il y a eu plein de choses, et que beaucoup de ces éléments transposables, en fait, ils créent de la biodiversité. Il ne faut pas que la réduire, ils en créent aussi. Donc, moi, ce qu'il faut, c'est raisonnement regardé. Moi, ce que j'ai regretté quand il y a eu la période des OGM, c'est qu'on n'ait pas essayé de dire, voilà, il y a des problèmes d'aridité dans le désert, par exemple, essayons de faire des plantes qui vont se développer en zone sèche sans irrigation. Voilà, mais ça ne s'est pas fait, ce n'était pas ça l'objectif. Peut-être que, oui, je me permets de compléter... Je ne vois pas qui c'est qui parle. Ah oui, pardon. Cet aspect-là, effectivement, on a eu l'impression, moi quand j'ai fait mes études d'agro, c'était il y a au milieu des années 90, on nous vendait énormément d'OGM qui devaient soigner les gens, qui devaient pousser dans le désert, dans les milieux salés, ouais. Donc avec des bénéfices évidents pour les consommateurs. Et finalement, ce qui a été fait, c'est ce que tu disais très bien, c'est majoritairement des OGM qui sont résistants aux herbicides ou qui produisent leurs propres insecticides. J'ai quand même un exemple, il y a un exemple que j'ai vécu en direct dans le Languedoc, chez Montpellier. Je travaillais avec l'INRA, maintenant, mais avec l'INRA, et donc il y avait un chercheur qui avait mis au point, vous savez que bon, il y a le porte-greffe et le greffon sur la vigne, et il y a le cournouet, qui est une maladie absolument insupportable, qui va empêcher la vigne de se développer. Et dans la vigne, vous traitez, maintenant les gens essaient de faire un peu de la viticulture plus raisonnée, mais si vous prenez un extrait de sol de parcelles de vigne et que vous en faites un extrait pour boire, vous êtes mort, c'est sûr. Donc il avait transformé un porte-greffe de manière à le rendre résistant au cournouet. Donc a priori, il n'y avait plus besoin de traiter. Donc nous, ce qu'on avait voulu à ce moment-là, c'est qu'on puisse faire au moins l'expérimentation dans une zone où il y avait du cournouet, de faire un dispositif agronomique en mettant des transformés et des pas transformés. Ils ont fini à la poubelle, parce qu'il y a eu une telle agressivité qu'on n'a pas pu le faire, même si là, ça aurait pu peut-être déboucher sur un truc plus raisonné au niveau des traitements. Oui. Oui, non, attends, on a reçu des coups, On a reçu des coups. Il y a eu des labos détruits, voilà. Donc il y avait certainement une erreur de Monsanto au départ qui a coulé le système, parce qu'on aurait peut-être pu trouver des choses intéressantes. Et au bout d'un moment, quand vous avez des gens qui vous cassent vos labos, vous arrêtez de le faire, quoi. La vigne, c'était pas Monsanto? Non, c'était l'INRA. Mais c'était le climat voilà, ils ne voulaient pas. Ouais. Je voudrais dire quand même que CRISPR-Cas9, là, c'est pas encore utilisé dans les maladies génétiques rares. Ça suscite de l'espoir, mais il ne faut pas croire qu'on est tout à fait à la veille de l'utiliser pour modifier et guérir la mucoviscidose. On n'y est pas tout à fait encore. Et puis aussi, sans être un tenant au contraire de ces méthodes très interventionnistes, il faut quand même savoir que maintenant on peut reséquencer complètement un génome. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, qu'au début, effectivement, on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'on avait inclus, où on l'avait inclus et tout. Maintenant, on peut vérifier qu'on a bien inclus ce qu'on voulait inclure ou modifier ce qu'on voulait modifier, ouais, et qu'on n'a pas fait des bêtises à côté. Tout à fait. On a quand même des outils de vérification qu'on n'avait pas sur les premiers OGM pour savoir qu'est-ce qu'on a fait exactement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter dans la nature, c'est une autre question. Et aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on a fait. Voilà, on peut le refaire.
il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, enfin que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'on croyait pendant longtemps qu'une espèce, comme le maïs par exemple, toutes les variétés de maïs avaient exactement le même nombre de gènes. Et dès qu'on a commencé à les séquencer, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y en avait pas deux qui avaient le même nombre de gènes. Donc la notion d'espèce pure avec le même nombre de gènes, etc., ça aussi, c'est un concept qui a... En fait, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, on est certain de quelque chose, et 20 ans, 30 ans après, on voit qu'on a fait fausse route ou bien qu'il y a d'autres choses qui sont plus vraies que ce qu'on pensait être vrai.